Ça veut dire que j'aime ce pays. Et pour toutes les raisons qui font que je peux aimer ce pays-là, eh bien, je dois défendre Marianne, moi aussi, si Marianne est menacée. On invente un racisme sans race. C'est la culture des autres qui va servir de base au racisme. C'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Ils vont venir avec leur bagage identitaire parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Bienvenue sur le podcast de Azmari. Non, au contraire, j'étais déçue parce que oui, j'espérais que pour moi c'était le sud de la France. Parce que pour moi, maintenant je comprends que le sud de la France pour le français c'est plus Nice, tu vois, Côte d'Azur. Mais pour moi c'était au sud. Je me disais, les gens en hiver ils sont en maillot de bain. Et en fait, je suis arrivée la première année, il a fait super moche. Et en plus, Toulouse, c'est quand même une ville chouette, il fait très beau. Mais il a plu tout l'hiver, c'était horrible. Je me suis acheté des bottes de pluie, je me suis acheté une espèce de kawaii. Et j'allais à l'école comme ça et c'était horrible, j'étais trop déçue. Et j'ai déprimé. À la fin de l'année, c'est vrai que je déprimais un peu parce que c'était pas du tout au niveau de mes attentions, au niveau de mes exigences. J'espérais avoir le soleil tout le temps. Et finalement, chez moi, il fait beaucoup plus froid. Mais j'avais l'impression qu'il y a beaucoup plus de soleil. En fait, chez moi, il fait moins 30 en hiver. Mais il y a vraiment du soleil tout le temps. Donc, ça m'a fait un choc culturel, thermique dans ce sens-là. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marine et je suis bénévole à Azmari. Azmari est une association qui œuvre à l'insertion socio-culturelle des femmes migrantes et de leurs enfants à Paris à travers des cours de français ou encore des tandems linguistiques. Les podcasts d'Azmari ont pour but de donner la parole à des femmes migrantes pour leur permettre de partager leur expérience de la migration et de leur vie en France. Dans ce nouvel épisode, nous avons donné la parole à Lisa. Lisa est elle aussi bénévole à Azmari. Elle est originaire de Russie et elle vit en France depuis plusieurs années. On vous souhaite une très bonne écoute. Je m'appelle Lisa, j'ai 27 ans et j'ai grandi en Russie et je vis en France depuis que j'ai 18 ans. Du coup, j'ai fait toutes mes études supérieures en France et maintenant, je viens de trouver un travail et je travaille à Paris. J'ai grandi en Russie dans une région qui est après la Sibérie, qui s'appelle Extrême-Orient russe. Et j'ai grandi dans la ville qui s'appelle Khabarovsk. C'est une ville de 600 000 habitants, mais c'est une petite ville pour la Russie. En France, je suis arrivée à Toulouse et du coup j'ai vécu à Toulouse pendant 7 ans et j'ai pris un peu d'accent de là-bas. Mes parents, ils sont nés tous les deux dans la région d'où je viens, mais leurs parents, ils sont venus un peu de partout, de la Russie, d'Ukraine, parce qu'à l'époque c'était soviète, donc ils migraient beaucoup à l'intérieur du pays. Sinon, maintenant, toute ma famille vit toujours dans la même région. Il y a que moi, je crois, électron libre, qui est parti un peu loin. Mais sinon, on est tous à Khabarovsk. En Russie, j'ai eu que l'expérience de vie à Khabarovsk. J'ai voyagé un peu, mais vivre dans une autre région, je ne l'ai pas expérimenté. Au départ, je suis venue en France pour mes études, parce qu'en fait, ma mère, elle était déjà arrivée avant moi et comme je parlais pas français, je l'ai pas suivi parce qu'on avait peur que je m'adapte pas ou que j'arrive pas à apprendre la langue. Du coup, le deal c'était de finir mon bac en Russie. Comme ça, on est sûr que je peux toujours, si ça se passe mal en France après, que je peux toujours revenir en Russie et continuer mes études. Donc j'ai passé mon bac à 18 ans, équivalent de bac en Russie à 18 ans et je suis arrivée ici. Je suis rentrée dans une école, ça s'appelle mise à niveau en art appliqué, que j'ai fait donc la première année. Ça m'a permis d'apprendre le français. Et après j'ai continué. Et tout le long je me souviens, j'avais un peu peur, en fait j'imaginais que c'est juste un passage de ma vie, que j'allais rentrer là à la fin de l'année. Et du coup c'était assez rigolo parce que j'avais du mal à me projeter à long terme parce que ça me plaisait beaucoup. Et quand je suis arrivée à Toulouse, donc c'était en 2012 et je me sentais vraiment comme chez moi. C'était assez étonnant parce que la ville je connaissais pas, je parlais pas assez bien français, je parlais même pas du tout français, je faisais oui ou non. Ensuite, mais je me sentais bien et du coup j'avais envie de rester. Et donc j'ai fait mon année de mana où tout le long de l'année je pensais que j'allais rentrer en Russie. J'ai pu apprendre la langue justement à ce moment-là. Parce qu'en fait, j'ai pris les cours du français, pardon. J'ai pris les cours du français pendant mon bac en Russie. C'était pas assez régulier, du coup, j'ai pas vraiment appris... En fait, je parlais pas encore français, mais ça m'a permis d'avoir une base. Et du coup, je suis arrivée, je comprenais... En fait, je pensais comprendre beaucoup plus que je comprenais réellement. C'était assez rigolo. Et je me souviens, la première journée, quand je suis allée donc à l'école, je suis allée toute seule. Je demandais à ma mère de m'accompagner parce que j'avais très très peur. Je disais, maman, s'il te plaît, viens avec moi. Elle me disait, mais Lisa, il y aura que les adultes, en fait, il y aura que des grands, donc ça se fait pas, personne va venir avec ses parents. Du coup, je suis allée toute seule et c'était rigolo parce que je me souviens, j'étais devant la porte et il y avait une fille qui arrivait qui me posait plein de questions, mais que je comprenais pas et je faisais juste, je disais oui. Et du coup, après, avec cette fille, on en a reparlé, elle m'a dit, mais moi, je savais pas que tu parlais pas français.
Et donc c'était assez marrant et c'était comme ça toute l'année en fait. Ok, les 3 premiers mois c'était vraiment ça, je comprenais pas grand chose je pense, mais j'avais pas peur et du coup j'y allais et comme les cours c'était des choses que j'ai déjà vues en Russie, c'était pas très compliqué en termes de maths, physique, tout ça je comprenais mais ça m'a permis d'apprendre le vocabulaire et c'était vraiment génial parce que donc je suis arrivée en septembre en 2012 et en décembre je parlais déjà. J'avais encore des difficultés forcément mais je pouvais aider par exemple ma mère à faire le service ou des choses comme ça. Ma mère, son lien avec la France, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, elle a toujours travaillé un peu partout dans le monde et elle faisait des petits boulots. Donc, avant de venir en France, elle était en Italie. C'est après, elle a rencontré quelqu'un et elle est venue en France. Elle a appris la langue toute seule. Elle parle pas aussi bien en français que moi parce que forcément, je suis arrivée beaucoup plus jeune et j'étais accompagnée. Elle a dû se débrouiller toute seule. Donc ça aussi, on a des parcours migratoires. On est de la même famille, on est mère et fille, mais on n'est pas du tout le même parcours finalement. Et moi, c'était beaucoup plus simple. Elle galère encore un peu, je pense. Elle parle bien, elle arrive à travailler, mais son français, il n'est pas à 100% parlé. Avant d'arriver en France, je connaissais que ce qu'on voit à la télé. Je sais qu'en Russie, on a plusieurs films un peu classiques français qui tournent, par exemple Les Visiteurs. Il y en a d'autres que je ne trouverai pas les noms, mais c'est les vieux films un peu de la même époque. Quand j'ai su que j'allais peut-être partir en France, j'ai essayé de chercher justement sur la culture française. À l'époque, YouTube, c'était pas encore trop développé. Il n'y avait pas de blogueurs comme maintenant qui parlaient de la France, de sa vie en France. Donc c'était un peu difficile de trouver les informations. Je me souviens, j'écoutais les chansons en Russie Zaz. C'est un succès total. Il y avait d'autres chansons que j'essayais d'écouter que je ne comprenais pas. Par exemple, Bébé Brune, je crois que ça s'appelle comme ça, le groupe. Et après, il y avait des films que j'essayais de voir, mais en réalité, je connaissais rien de la culture française. Et quand j'arrivais, en fait, c'était mon premier voyage en Europe. Avant, je vivais à côté de l'Asie. Je suis vraiment à la frontière avec la Chine. Donc, je suis déjà allée en Chine, mais jamais en Europe. Je savais pas du tout comment ça allait se passer. Et j'avais très peur que, comme je suis russe, que personne va m'aimer, que tout le monde va dire « Ah, elle est russe, du coup, on va pas... » Je ne sais pas, j'avais plein de préjugés comme ça. Et que finalement, qui sont avérés complètement faux. Parce que les gens... La plupart du temps, ils sont hyper curieux que je sois russe. Au début de conversation, toujours. Finalement, c'est un avantage plus qu'autre chose, je trouve. Quand je suis arrivée, je pense qu'il y avait des clichés de baguette, vent. Comme moi, j'ai beaucoup de grenouilles ici. Ça aussi, c'est le cliché préféré en Russie. Il n'y avait pas de vraiment, choc culturel au départ. Et du coup, c'était assez intéressant parce que c'est arrivé après, quand j'ai commencé à comprendre un peu mieux la culture et les gens. Et du coup, maintenant, je vois, mais je ne saurais pas toujours poser les mots dessus. Je vois la différence plus maintenant que quand je suis arrivée. Donc, c'était assez étrange. Et c'est pour ça aussi, peut-être, si ma migration, elle était vers un pays asiatique ou africain, où la différence, elle est vraiment au niveau de la vie quotidienne, elle est quand même très marquée. Peut-être ça m'aurait marqué plus. Là, je me sentais un peu comme chez moi. Il y avait juste plus de nourriture intéressante. Donc voilà. On est arrivé à Paris juste avant le Covid, c'était en septembre-octobre 2019. Donc j'ai pas vraiment profité de la vie parisienne encore. Donc j'apprécie plus Toulouse pour l'instant parce que j'ai vraiment passé des moments géniaux là-bas. Et ici on est arrivé, il y avait d'abord les gilets jaunes, après il y avait les grèves à RATP, donc on était bloqués pendant tout le mois de décembre. Et après quand on a eu un peu de liberté, il y a eu la Covid, donc là depuis un an c'est un peu étrange. Mais je suis arrivée parce que j'ai fini mes études à Toulouse et en M2 j'ai fait un stage à Paris. Après on déménageait pour Paris et j'ai contacté la boîte où j'étais et ils m'ont proposé un travail, donc ce qui est plutôt chouette, je suis très contente. Donc et là on ne sait pas si on va rester à vie à Paris. On espère juste profiter un peu plus que ce que c'était l'année dernière. Avec mes titres de séjour, je n'ai jamais eu de problème à Toulouse. Peut-être aussi, j'ai toujours eu le même statut. Depuis que je suis arrivée, je suis sous la carte de séjour étudiant. Et donc, j'ai fait des études un peu longtemps parce que j'ai fait plus ou moins une MANA, un BTS, licence, master. Ça a toujours été facile et les gens ils étaient chouettes à la préfecture. Et là, quand je suis arrivée à Paris, donc au début, je dépendais de la préfecture de Nanterre. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de préfecture de Nanterre parce que c'est une des plus chargées de France. Et je sais que il y avait une très mauvaise réputation. Et je me disais, mais non, les gens ils exagèrent, c'est pas possible que ce soit comme ça parce que moi j'ai jamais eu de galère à Toulouse, je vois pas pourquoi ça aurait changé autant en Nanterre. Je regrette d'avoir pensé ça parce que c'est vraiment
très compliqué. Ça fait donc depuis novembre, j'essaie de changer mon statut et en fait j'ai déjà remis mon dossier 3 fois et en suivant exactement les instructions des gens, par exemple ils me disaient par mail, en fait il y a un mail à la préfecture que je demandais est-ce que je peux l'envoyer par la voie postale, ils me disaient oui vous pouvez le faire, donc j'envoie mon dossier et ils me le retournent en disant on ne fait plus depuis un an, ou alors que j'ai la confirmation écrite que ça se fait. Et là depuis novembre je galère, mais là j'ai eu l'autorisation de travail, parce qu'en gros il faut redemander l'autorisation de travail pour le changement de statut. Donc j'ai déjà eu la confirmation le mois dernier et là je suis en attente de fabrication de ma carte. Ça va pas prendre trop longtemps, mais c'est vrai que c'était très angoissant parce que ça c'est quelque chose qui me fait très peur. Je connais pas mal de gens à qui c'est arrivé que juste à cause de la préfecture, qu'ils trouvaient qu'il manquait un dossier, un document ou quelque chose, que les gens y restaient de manière illégale alors qu'ils avaient tout, ils avaient le travail et autre chose. Donc c'est vrai que j'étais très angoissée quand j'ai vu mon dossier retourner deux fois. J'attends voir ma carte avant d'y croire parce que là ça fait trop longtemps. Après ça se passe pas pareil pour tout le monde. Je sais qu'il y a plein d'autres personnes à qui ça se passe très facilement, mais c'est vrai que là j'étais un peu désespérée. 6 mois de démarche, c'est un peu long. Ce qui me manque le plus de la Russie, peut-être la nourriture. Avant, ma famille, bien sûr. Et je pense la nourriture. Même si au début, à Toulouse, la première chose que j'ai fait, j'ai repéré l'épicerie russe. Ça, c'était vraiment le point important. Là, à Paris, on a la chance parce qu'on a redéménagé une deuxième fois à Paris et on a une épicerie à 10 minutes. Mais c'est vrai que je mange pas au quotidien les plats que je mangeais en Russie, mais des fois, j'ai très envie d'un truc particulier et du coup, ça peut être pas grand-chose, mais j'ai besoin de le manger juste pour me rappeler des souvenirs. Mais je pense que même en Russie, plus personne mange ce que j'ai envie de manger maintenant, mais ça me rappelle mon enfance. Je sais pas si des petites conneries par exemple, des croûtons salés qu'on mange en Russie, je sais pas, des bonbons, des trucs comme ça. Donc j'ai l'impression de retomber dans l'enfance et du coup ça me rappelle forcément la Russie. Quand je vais en Russie, maintenant en fait c'est difficile de faire part des choses parce que je vais en Russie pour les vacances et du coup je profite. Et j'ai l'impression que la vie en Russie elle est trop belle parce que je vois mes amis, je vois ma famille. Et sauf que je me rends compte que mes amis, ils se voient pas forcément entre eux quand je suis pas là, je veux dire, pas à cause de moi, mais parce qu'ils ont leur travail et tout. Et du coup, c'est un peu difficile d'imaginer ma vie maintenant là-bas. Je pense que aussi les relations avec... parce que je garde toujours mes amis de lycée. Ça me manque beaucoup. Et après... non mais je me plais beaucoup en France. Donc il y a des choses... Mais c'est assez particulier parce que quand je suis... Et même c'était depuis le début. Quand je suis en France, la Russie me manquait. Et quand je suis en Russie, la France me manque. Il y a toujours quelque chose que tu peux pas... En fait, on peut pas tout avoir. Je ne sais pas si Paris me manque. Je pense que quand je pense à la France, je pense à Toulouse. Parce que j'ai vécu plus de temps là-bas. Et même j'ai des liens avec Toulouse parce que j'ai fait mes études, j'ai fait pas mal d'amis, je me suis beaucoup amusée là-bas. Et quand j'y vais, parce qu'il y a ma belle famille qui habite dans la région là-bas, donc on va souvent à Toulouse et j'ai un sentiment, je sais pas, je suis au cœur quand j'y vais. Vraiment, je me sens super bien là-bas. C'est juste, on descend en fait, on sort de l'aéroport, je me sens comme chez moi. Alors que j'ai plus rien de chez moi là-bas. Il n'y a plus d'appartement, il y a plus rien. Il y a juste des amis qui restent. Maintenant, c'est un peu un triangle. Quand je suis à Paris, c'est Toulouse et la Russie qui me manquent. C'est un peu étrange. Je ne sais pas encore bien définir ça. Mais j'ai l'impression que maintenant, il n'y a pas de... Il n'y a plus de chez moi. La notion de chez moi, elle est très, très vague maintenant. Parce que quand les gens ils me demandent d'où je viens, maintenant, je suis un peu perdue. Parce que j'ai envie de dire de Russie, mais aussi de Toulouse. Et en plus, ça s'entend un peu dans mon accent des fois. Donc, c'est assez particulier. Au début, j'essayais vraiment de définir c'est où chez moi. Et là, avec le temps, j'ai un peu arrêté parce que je me suis dit c'est là où je me sens bien. Là, à Paris, je me sens mieux parce que il n'y a plus le confinement, on est un tout petit peu plus libre. Donc, j'espère de construire des liens aussi forts que j'ai eu avec Toulouse et avec ma ville, par exemple. Parce que aussi, on parle de la Russie, mais quand je parle de la Russie, je pense à ma ville. Parce que j'ai pas vécu dans d'autres villes, même si j'en ai visité un tout petit peu. Le sentiment d'appartenance, c'est quand on rencontre les gens. Donc maintenant, chez moi, je pense que c'est un peu banal, c'est un peu cliché, mais c'est là où il y a mes amis, ou c'est là où il y a les gens que j'aime. Et en plus, ça peut changer. Parce que maintenant, mes amis, il y en a beaucoup qui habitent à Moscou. Je vais me sentir chez moi à Moscou alors que j'ai rien à voir avec cette ville. Donc, quand je suis arrivée à Paris, en fait, quand on a déménagé, j'avais déjà vécu 3 mois avant à Paris, parce que j'ai fait mon stage pendant 3 mois. Du coup, ces 3 mois, je me projetais pas à vivre à Paris, parce qu'à l'époque, j'étais à Toulouse. Et du coup, j'ai pu profiter de la ville un peu, je me suis amusée, j'ai fait la fête, donc c'était assez chouette. Et en plus, il y avait le stage qui était génial, donc c'était vraiment très bien.
C'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas eu de choc quand on a déménagé à Paris. Parce que j'ai déjà un peu connu... C'est surtout forcément il y a le métro. Le métro, ça, je pense que c'est tout le monde qui le remarque parce qu'à Toulouse, il y a 2 lignes de métro. Tu les traverses en 30 minutes, même pas. Là, je fais mon trajet jusqu'au travail, c'est 30 minutes. Donc c'est loin d'être traversé. Après, c'est beaucoup plus grand. Ça aussi, j'ai un peu plus du mal à m'approprier de la ville. Parce qu'à Toulouse, c'est beaucoup plus facile. Mais aussi, peut-être c'est plus facile parce que maintenant, après avoir vécu 7 ans là-bas, que je connais les rues, je me repère facilement. Je sais où est un bon resto, où on peut aller trouver dans une bonne librairie ou des choses comme ça. À Paris, je ne l'ai pas encore. Et c'est ça qui me manque. C'est ça, je voudrais dire un jour que ouais, Paris, à ce moment présent, c'est ma ville parce que je la connais ou que je peux me repérer facilement. Parce que là, je ne me déplace pas sans les cartes sur Internet. Donc, je me perds très facilement ici. Il n'y a pas eu vraiment de moment où il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, qui m'a choquée. Et je pense que ça arrive petit à petit. C'est des choses que je découvre en découvrant la culture. En plus, comme je parle français, je le découvre vraiment d'un autre point de vue, vraiment de l'intérieur. Parce que moi, c'est étrange, moi je me sens française, même si je ne le suis pas encore, j'espère devenir un jour, mais je ne le suis pas encore. Et je me sens, depuis le début, comme chez moi. Du coup, je me sens en partie peut-être française. Et du coup, je découvre plus de l'intérieur. Je pense aux derniers événements, il y a des trucs politiques qui me choquent, qui sont en France, et que je pensais que c'était propre à la Russie, mais je découvre certaines choses qui se passent en France qui sont choquantes. Par exemple, je sais pas, il y a plein de choses en fait. Le traitement de manifestations, de manifestants, les lois qui essaient de passer, des choses comme ça. Et des fois, j'ai l'impression que c'est la Russie, il y a l'écho de la Russie, parce que, et même par exemple pour la sécurité globale, même en Russie, il n'y a pas de loi pour ça. Ils le font, ils l'appliquent, mais il n'y a pas de truc écrit, au moins je le sais pas. Du coup, ça, c'est vrai que ça me choque. Et après aussi, comme je regarde pas la télé, et on cherche plutôt les infos dans les médias un peu indépendants, il y a beaucoup de choses qui ressortent et qui... Après, c'est toujours comme une sorte de propagande, mais tu vois, d'un côté ou de l'autre. Et du coup, là, il y a beaucoup de choses qui ressortent, donc forcément, ça te choque. Je le vois au quotidien parce que même quand tu vas aux manifs, tu le vois, tu vois le nombre de policiers, c'est choquant. Parce qu'une fois, comme là, on n'habite pas très loin de République, de Nation, de Bastille. On est passé juste, on allait dans une librairie, on a vu toutes les rues autour de Bastille, c'était entouré de voitures de policiers. Moi je trouve ça choquant, et alors que tu arrives et tu vois qu'il y a 10 manifestants, et tu te dis mais c'est disproportionné, c'est énorme. Donc bon, il y a ce genre de choses qui me choquent. Après, dans la culture, par exemple, les gens, il y a souvent, on aime dire ce cliché que les Français n'aiment pas parler anglais, des choses comme ça. Moi, je trouve pas. Quand je galérais au début, il y a plein de gens, au contraire, je voulais parler que français. Il y a plein de gens qui essayaient de parler anglais. Et je disais, non, il n'y a pas quelque chose que je pourrais dire, ah, les Français, ils sont comme ci ou comme ça. Je pense qu'ils sont tous différents. Et bon, comme les Russes. Ah mais si, j'ai un exemple. C'est la fameuse bureaucratie française. Parce qu'il y a plein de gens qui la critiquent, mais en réalité, moi je vais faire même si avec la préfecture ça se passe pas toujours bien, moi je vais faire des compliments. C'est vrai qu'il y a la paperasse partout. Tout ce que tu veux faire, il faut demander un papier. Mais au moins tout le monde sait où il faut aller, comment il faut l'obtenir. Après, il faut connaître les démarches. Moi, vu que je suis dedans depuis le début avec la carte de séjour, je me renseigne beaucoup, et c'est vrai que tu peux faire des démarches assez facilement. Parce que justement, j'avais un exemple, je devais demander un papier en France et en Russie. Et du coup, je lui demandais, c'était à peu près la même chose. Et je demandais en même temps, la France, au bout d'une semaine, il m'a envoyé un mail, c'est ok, c'est fait, on vous envoie le papier. La Russie, au bout d'un mois, ils savaient toujours pas ce que je veux, alors que c'est l'ambassade qui le demandait. Et du coup, c'est un peu plus chaotique. Finalement, c'est la même chose. C'est vrai qu'en Russie, tu peux te débrouiller un peu plus côté comment dire, humain. Tu peux demander des choses, mais les gens, ils savent pas toujours ce qu'il faut. Et après, les côtés positifs... Mais en France, on aime faire la fête. Comment dire, il y a le travail, ils font bien leur travail, mais après, quand c'est la fête, c'est la fête. Du coup, moi, j'aime bien ça, mais c'est aussi le côté très toulousain, peut-être. Parce qu'à Toulouse, c'est toujours la fête, toute la semaine. Je pense que la France, elle est carrément vue comme c'est le pays des grèves et des manifestations. Et en Russie, ça se présente, forcément, les médias un peu gouvernementaux, ils le présentent comme quelque chose de mauvais, parce qu'ils veulent pas que les Russes fassent la même chose. C'est vrai qu'on le voit comme ça, et on trouve aussi qu'en France, il y a plus de... J'ai pas trouvé, parce qu'en russe, il y a une expression que j'ai pas trouvée en français, c'est un peu
la société civile, on dit, je pense plus ou moins comme ça, c'est que c'est vraiment les gens qui veulent prendre les décisions, qui veulent se battre. Et ça, en France, on l'a. Et moi, je trouve qu'on le voit. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent que c'est pas assez ou qu'on devrait se révolter plus. Mais je compare à la Russie, forcément. Ça n'a rien à voir. J'aime beaucoup ça. Après, il y a un côté qu'en France, on se souvient souvent de nos droits et pas souvent de nos obligations, les choses comme ça. Et ça, au quotidien, on l'entend des fois. Mais moi, j'aime bien ça. Et j'aime bien que les Français, chaque week-end, il y a quelque chose qui se passe. En Russie, ça n'arrive... justement, il y avait un exemple. C'était Manif pour le climat qui était il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines. Donc, je suis allée, j'ai fait quelques photos que j'ai mises sur les réseaux. Il y a mes amis russes qui ont réagi. Beaucoup d'amis russes qui ont réagi, qui ont dit « Oh, mais jamais ça arriverait en Russie. Personne sortirait comme ça. » Et en même temps, je me dis « Mais ces gens-là qui m'écrivent, je suis sûre qu'ils ne sortiraient pas non plus. » Donc, et ce que je leur disais, je pense que ça vient de soi. En fait, en Russie, on attend un peu que ça vient de l'extérieur. Et alors qu'en France, je le vois différemment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, mais justement, par exemple, hier, la manif des infirmiers, il n'y en avait pas beaucoup. On est arrivé à la fin, donc je ne sais pas du tout ce qui s'était passé. J'ai vu juste, on passait à côté. Il n'y avait pas énormément de personnes, mais les gens, ils sont là. Et ils sont là pour leurs droits. En Russie, si il arrive des grosses manifestations qui sont souvent liées à Navalny ou des choses comme ça, mais ça arrive, mais c'est plus les exceptions. Quand ça arrive, en plus, ça marche. Et c'est ça que, par exemple, on a eu en Russie, le rapport au climat et à l'écologie il est assez étrange de la part du gouvernement. Et il y a eu des gros problèmes et du coup, il y a eu des manifestations locales. Et les gens, ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. On voit que ça peut marcher, mais les gens, ils sont tellement désespérés et ils pensent que ça sert à rien. Et ça, je trouve qu'en France, ça commence à devenir comme ça aussi. Un peu à cause de... J'entends beaucoup les gens de différentes générations dire que mais ça sert à rien qu'on sorte, des choses comme ça. Moi, je préfère, peut-être c'est vrai, peut-être non, mais je préfère me dire qu'au moins on essaie de faire quelque chose, que comme ça on n'a rien à se reprocher après. Les préjugés sur les Russes, mais ça reste souvent anecdotique, comme vodka, goulag, les choses comme ça. Donc ça, souvent les gens ils me disent « Ah si, il y a les dashcam, les petites caméras qui sont installées dans les voitures et qui filment toutes sortes de choses, par exemple comme un tank qui traverse une route. » Ça, souvent, ça revient. Mais il n'y a jamais d'avis négatif ou quelque chose de péjoratif. Au moins, moi, peut-être je le prends pas comme ça. Ou peut-être je préfère ne pas... Mais j'ai jamais eu face à préjugés directement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est dit quelque chose, mais je pense pas. Une seule fois, il y avait une histoire où je parlais avec ma mère, qui est russe, donc on parlait en russe. Et il y avait un monsieur c'était un vieux monsieur qui nous a dit « Ah, vous êtes en France, vous devez parler français. » C'était une seule fois où c'est arrivé, j'ai vu que c'était juste monsieur qui n'était pas très bien, donc j'ai même pas réagi, ou je crois que je dis c'est ma mère, je parle comme je veux. Et du coup, à part ça, je ne crois pas. Après, il y a souvent, maintenant, il y a tout ce qui se passe au niveau politique en Russie, qui forcément, les gens, ils essaient d'en parler, mais je trouve ça intéressant et je trouve c'est assez curieux de la part des gens, donc c'est chouette. C'est un peu facile parce que aussi, ça c'est des questions qui m'interrogent toujours, c'est que je suis blanche, je suis très claire des yeux, des cheveux, et je ne marque pas trop, et du coup les gens, souvent ils ne m'associent pas que je sois étrangère, et même comme je parle, souvent les gens ils se rendent pas compte que je suis étrangère, ils entendent un accent mais ils savent pas trop d'où ça vient, si ça vient d'une campagne en France ou d'ailleurs. Par exemple, j'ai des connaissances qui sont... Donc, c'est des filles qui sont françaises, mais qui sont de Martinique. Et on va poser beaucoup plus de questions à elles, d'où elles viennent. Ça m'a toujours choquée. Et je trouve ça trop injuste. Parce que moi, je suis étrangère. Elles sont vraiment françaises. Donc, c'est des trucs c'est le seul qui marque un peu. Depuis le début, je cherche pas à fréquenter les Russes. Parce que au départ, je suis arrivée, je parlais pas assez français. Et je voulais vraiment apprendre le français et je voulais vraiment m'intégrer. Donc je me suis dit, si là... En plus à Toulouse, il y a beaucoup de Russes. Et je me suis dit, c'est un peu la facilité. Et je sais que si je commence à fréquenter les Russes, je vais tomber dans le piège. Parce qu'en plus, j'avais quelques connaissances, j'avais quelques histoires que j'ai vues. C'est par exemple les Vietnamiens qui restaient que dans la communauté vietnamienne et qui parlaient pas très bien français. Et du coup, je voulais absolument éviter ça.
Et du coup, au début, non. Et même depuis, j'ai pas vraiment cherché d'avoir des amis russes. Mais là, c'est assez marrant parce que ça me trouve un peu. C'est, par exemple, là, j'ai dans mon entreprise, il y a une fille qui est arrivée pour un stage et qui est russe. Et du coup, c'est hyper chouette parce qu'on peut parler... Elle veut parler français pour l'améliorer. Et moi, j'avais trop envie de parler russe parce que j'ai personne d'autre avec qui je peux parler. Sinon, je pense que maintenant, je vais chercher des amis russes pour me rappeler un peu de la langue. Azmari, donc c'est une association qui travaille avec des femmes migrantes et qui les aide à s'assimiler ou à s'intégrer en donnant les cours de français, aussi en travaillant avec leurs enfants pendant qu'elles prennent des cours de français. Je suis arrivée à Azmari en septembre dernier, donc en 2020. Et au début, je voulais vraiment travailler avec des femmes et j'ai intégré d'abord pour l'atelier d'expression. Maintenant, je fais aussi un peu de garde d'enfants et j'aide aussi un peu avec Instagram. Je fais de mon mieux, mais je suis pas assez régulière, donc là, on est plusieurs à être sur Instagram, donc c'est chouette. Comme j'ai une formation en design, je peux faire certains visuels. Et comment j'ai intégré Azmari, c'est aussi lié à la Russie, finalement. En fait, ça fait très longtemps que je voulais faire du bénévolat, parce que je trouve que ça représente bien mes valeurs. Au début, je parlais pas assez bien français pour intégrer une association, donc je pouvais pas vraiment le faire. Et c'est vraiment depuis le début, depuis mon arrivée en France, que je voulais le faire. Ça a pris un peu de temps, mais finalement, j'y suis. Donc au début, je parlais pas assez français, et après, j'avais les cours vraiment toute la journée, tous les jours, donc ça me laissait aucun créneau libre pour le faire. Parce qu'en plus, j'avais un boulot étudiant tout le week-end, donc j'avais vraiment pas de temps. Et là, quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, là, j'ai un job pour la semaine, donc c'est chouette. Et en plus, j'ai le week-end qui me reste et je voulais faire quelque chose. Et je commençais déjà à chercher les associations, mais c'était un peu... Je savais pas exactement vers quoi me tourner. Je voulais faire un peu de tout. Je voulais aussi travailler avec les femmes et avec les enfants. Et je regardais les associations et il y avait des associations très connues que je voulais pas vraiment intégrer. Je sentais pas... Ça passait pas le feeling. Et donc, il s'est passé quelque chose en Russie qui m'a fait le déclic. Que justement, c'est pendant le confinement, le premier confinement, il y a eu un gros scandale en Russie. C'était une animatrice télé. Aussi, juste un petit parenthèse, c'est qu'en Russie, il y a vraiment des gros problèmes de violence conjugale. C'est très récurrent, c'est même presque accepté. On en parle comme si c'était une banalité. Il y a une femme qui se fait amener par son mari, son ex-mari dans la forêt et on lui coupe les bras, les mains. Ça arrive tout le temps. Malheureusement, on en parle vraiment beaucoup. Mais il n'y a rien qui se fait au niveau de la loi, donc il y a vraiment une lutte féministe pour ça en Russie. Ça, c'est un des premiers buts, c'est d'avoir une loi qui protège et même anticipe tout ça en Russie. Et donc, il y avait une animatrice télé qui est très très connue. S'il y a les Russes qui entendent, ils vont comprendre de quoi je parle parce que c'est vraiment une histoire qu'on a beaucoup parlé. Il parlait de violence conjugale et elle a dit mais qu'est-ce que tu fais pour ne pas qu'il te tape? Donc en parlant des victimes de violence conjugale. Donc ce qui est complètement inacceptable de parler d'un comment dire, de pas blâmer les victimes. C'est une femme qui a dit ça, à côté de son mari. Son mari, il faisait oui. Donc voilà, et ça a choqué tout le monde. Et les gens, ils ont réagi de suite. Et c'était aussi dans une interview sur YouTube. Donc les gens, ils ont réagi de suite. Elle a encore repris ça et elle a dit que si, c'est exactement ça ce que je voulais dire, mais vous m'avez pas compris. Et après, donc les gens, ils ont dit quand même que ça se fait pas. Et donc, il y avait toute cette histoire et finalement, elle est revenue sur ses paroles, elle s'est excusée, elle a compris pourquoi c'était inacceptable de dire ça, elle a même fait une donation, des choses. Donc finalement, elle a fait des bonnes actions. Et cette histoire-là, je discutais avec mes copines, parce que c'était vraiment un gros sujet, on a discuté avec mes copines russes, ils me disaient mais ça sert à rien d'en parler parce que de toute façon on fait rien. Et du coup, ça c'était le déclic. Et je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose. Et en fait, pour moi, en France, c'était tellement avancé que c'était même pas, par rapport à la Russie, par rapport à tout ce qui se passe là-bas, il y a toujours le féminicide en France. Je ne sais pas, c'est très bizarre, c'est pas justifié de penser comme ça, mais je me disais vu que ici c'est beaucoup moins, il y a peut-être même pas d'association. Et en fait, je me suis dit mais pourquoi je me suis jamais intéressée à cette question-là? Et là, j'ai commencé à chercher et je regardais donc plusieurs associations, même si Azmari ne travaille pas directement avec les femmes
victimes de violences conjugales, vu que c'est le travail avec les femmes et vu que les femmes migrantes souvent, elles deviennent, je pense, victimes par leur position où elles ne peuvent pas se défendre, où elles ne peuvent pas porter plainte. Ou... Pour moi, il y a eu un lien et j'ai trouvé Azmari et j'ai trouvé que ça, en plus, ça regroupait tout ce que je voulais. Il travaille avec les enfants, il travaille avec les femmes et en plus les femmes migrantes, ce qui est mon cas aussi. Je suis aussi femme migrante, même si les parcours sont très différents. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. Голову в коробке пластмассовой вместе с телефоном, ключами и паспортом, рентгеном в сканере просветят ласково в целях безопасности государственной. И обратно вряд ли пришьют уже, руки ищут затылки над обрубками шеи, туловища жмутся грудными клетками к стенам, не видно из контейнеров, что там с телом. Лента с монотонным гулом коробку тащит, и для Тулова тоже подыщут ящик, станет стан обезглавленным, в нем лежащий почти покойником, почти настоящим. Кто-то, может быть, даже помянет на 40 дней. Depuis que j'habite en France, il y a vraiment une remise en question de ce qui se passe en Russie. Pas depuis le début, et d'ailleurs je comprends pas, parce que maintenant je m'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe politiquement, je comprends pas grand chose, mais j'essaie de m'intéresser au moins de suivre, mais je comprends pas pourquoi je le faisais pas avant, parce qu'en plus quand je suis arrivée, donc je suis partie de la Russie en 2012, c'est l'année où Poutine est arrivé au pouvoir après son petit jeu avec Medvedev. À l'époque, je me souviens que c'était mon rêve de voter et malheureusement le vote c'était une semaine avant mes 18 ans, donc j'ai pas pu le faire et je voulais absolument voter pour qui que ce soit, mais pas Poutine. Donc je sais pas, dans ma tête il y avait déjà ce côté-là, mais je me souviens pas du tout de ce qui se passait à l'époque, alors que maintenant avec du recul je lis plein de livres, il y avait des grosses manifestations, il y avait des choses politiquement parlant assez intéressantes qui se passaient, mais j'ai aucun souvenir. Là depuis quelques années, justement peut-être le contraste entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Russie, ça me pousse à m'intéresser plus sur l'histoire de la Russie, aussi sur l'histoire de la France, mais je prends du recul et aussi, mais c'est un peu les deux. Si quelqu'un va dire quelque chose en Russie, si quelqu'un va dire quelque chose de mal sur la France, je vais trop défendre la France. Quand c'est l'inverse, quand c'est en France, quelqu'un va dire quelque chose de pas bien de la Russie, je vais aussi défendre la Russie. Mais en même temps, il y a plein de choses, comme on parlait tout à l'heure, sur le plan politique, ce qui se passe en France, qui est pour moi inacceptable et ça devrait pas arriver en 2021. Mais c'est quand même, au niveau de démocratie, il est très différent ici en Russie. Même s'il y a plein de choses qu'on peut reprocher, il y a plein de choses qui sont pas normales. Mais en Russie, on est loin de là. Moi, j'aurais aimé qu'on ait ce genre de discours un jour, ou de débat un jour en Russie. Parce qu'en Russie, on applique que tu le fais. Et il n'y a pas de discussion. Ouais, je pense que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à la Russie. Je vois un peu mieux. Et même mon expérience en France, ça m'a permis de relativiser, je pense, pas mal. Et aussi, il y a même au niveau de vie, c'est très différent. Comme on vient en France et en Russie, c'est que la France est un pays très riche par rapport à la Russie. Et je veux dire, au niveau vraiment des revenus des gens ou des choses comme ça. Pourtant, les gens, ils travaillent beaucoup en Russie aussi. Donc c'est choquant. Et des fois, quand j'ai l'impression que ça va pas ou que je m'en sors pas, je relativise par rapport à ça. Je me dis que j'ai plein d'exemples en Russie, des gens qui travaillent physiquement, je veux dire, travaillent même beaucoup plus que moi d'heures par semaine et qui gagnent beaucoup moins. Donc et ça aide à prendre du recul et se dire ça va, ça sort pas si mal. В сводках новостей, чтоб ноги об него вытирать по телеку, или в коридоре, чтоб сиденье поднять у велика. Скучно, что ли, живется без пиздюлей, пока кормят, ешь, пока поет пей.